Faire des erreurs, ça arrive à tout le monde et certains de vos influenceurs préférés passent de faire de la fraude fiscale à Dubaï jusqu'à le tribunal judiciaire de Paris. La prison là. Et c'est parce qu'ils sont aussi polyvalents qu'on les aime en fait. On passe d'un monde à l'autre avec eux, c'est génial. Aujourd'hui, on va explorer les affaires criminelles de vos influenceurs préférés. Alors préparez votre petit marteau. Il va falloir déterminer s'ils sont innocents ou coupables. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de mettre un like et bien évidemment quand tu t'abonnes, tu actives la petite cloche et on n'oublie pas de hyper la vidéo parce que je pense que certains d'influenceurs qui vont apparaître dans cette vidéo vont porter plainte contre moi. Donc bon, j'aimerais bien pouvoir aller en prison avec au moins ma vidéo qui a percé quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je précise que cette vidéo peut potentiellement manquer de certains éléments de certaines affaires. J'ai essayé de regrouper un maximum de détails mais bien évidemment je ne suis pas journaliste. Il y a peut-être certaines choses qui m'ont glissé entre les doigts. Ne m'en voulez pas trop pour ça, promis, c'est pas voulu. Jérém Star, un pilier de l'internet français puisqu'il est là depuis bien avant ma naissance et très probablement bien avant la vôtre aussi. Au départ, son objectif était vraiment de devenir connu sans avoir de talent particulier et c'est ce qui va le pousser à se foutre à poil un petit peu partout. Vous sachez quand même qu'à l'époque, être gênant, ça n'existait pas, donc on peut l'autoriser. Non mais il y a prescription, parce que petit à petit, il va se spécialiser dans le monde de la télé-réalité. C'est comme ça qu'il va commencer les interviews dans le bain de Jérém Star. En gros, dans le bain de Jérém Star, il a pas peur de poser des questions aux candidats de la télé-réalité, sans absolument aucune langue de bois. Déjà, les anges 5... Oh, tu pues du bec, toi! Et en plus de ça, il a pas peur aussi de balancer des scoops qui ont un peu détruit la vie de certaines personnes aussi. Bon. En parallèle, il a aussi un blog qui s'intitule La Conciergerie, dans lequel il balance un petit peu tous les scoops. Évidemment, depuis tout ce temps, la conciergerie s'est faite complètement supprimer d'internet, mais j'ai retrouvé quelques petits screens et ça m'a pas l'air très gentil ce qu'il disait dessus. Mais la partie scoop de télé-réalité, c'est vraiment qu'une partie de Jérém Star, parce que Jérém Star, c'est surtout les stories Snapchat. Les 2010, on a Sdas et la Queen House, et ma génération, on a eu ça. Beurette fragile, beurette victime. J'ai jamais couché avec une fille de télé-réalité en dehors des télé. Et je sais pas si j'avais vous regardiez les stories de Jérém Star à l'époque, mais il y avait un personnage qui s'en dégageait énormément et qu'on voyait régulièrement. Babybel. Babybel, de son vrai prénom Pascal Cardona, c'est un cadre chez France Bleu. Il va devenir l'ami de Jérém Star et très vite devenir un membre récurrent de la Jérém Star Team. Je sais pas s'ils avaient un nom à l'époque. Bon, les stories étaient peut-être éventuellement un petit peu rigolotes à l'époque. J'avoue que maintenant les re-regarder, je trouve que c'est un peu particulier. Putain mais aucun respect quoi. Aucun respect. Tu nettoies. Je me demande pourquoi est-ce que mes parents ne vérifiaient pas ce que je faisais sur internet à l'époque, parce que pour le coup, il a peut-être fallu jeter un petit coup d'œil, je sais pas. Les deux amis s'affichent donc régulièrement ensemble, mais leur amitié va prendre un énorme coup. Le jour où Aquababe, un autre influenceur, scoop, people, télé-réalité, tout ce bazar, va balancer une vidéo de Jérém Star en train de s'éplucher la carotte, si vous voyez ce que je veux dire, parce que Jérém Star aurait volé un scoop à Aquababe. Dès que la vidéo sort, l'engrenage est déjà lancé et dans la foulée, Aquababe balance aussi des accusations envers Babybel. Apparemment, il aurait abusé de certains jeunes garçons mineurs avec l'aide de Jérém Star. Alors Babybel, présente-nous donc cette groupie de 15 ans. Immédiatement, Internet s'empare de cette affaire et c'est à ce moment-là que commence le hashtag Jérém Star. Dans cette affaire, il y a réellement deux jeunes qui vont porter plainte envers Pascal Cardona pour corruption, agression sur mineurs, recours à la prostitution et aussi sur mineurs. Et bien évidemment aussi contre Jérém Star pour complicité dans toute cette affaire. Au final, je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'unfollow Jérém Star puisque les deux jeunes garçons qui ont porté plainte envers Pascal Cardona et Jérém Star finissent par retirer leur plainte envers Jérém Star. Ils affirmeront qu'en réalité, il n'a absolument pas du tout été complice dans cette affaire et que tout ça, ça avait été organisé par un autre journaliste qui travaille aussi dans cet univers un peu people, scoop, télé-réalité, tout ça vous connaissez, afin de ruiner la réputation de Jérém Star. Au final, Pascal Cardona écopera quand même de 2 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis pour agression sexuelle sur mineur et depuis les deux hommes ne sont plus jamais rentrés en contact. Évidemment toute cette affaire ça a forcément eu un impact sur la vie de Jérém Star. Il a notamment perdu sa place dans l'émission de Thierry Ardisson. Bon. C'est un mal pour un bien on va dire. Au final cette affaire ça n'aura vraiment été que du cyberharcèlement envers Jérém Star mais est-ce qu'au final ça ne serait pas un petit peu un retour de flamme? Faut pas oublier que ça reste quand même un influenceur qui a basé toute sa carrière sur le fait de faire irruption dans la vie privée des gens. Et un petit peu un rappel que le karma finit toujours par nous rattraper. Pour tous les curieux, sachez que Jérém Star a fini par s'assagir énormément. Il fait toujours des interviews dans son bain mais cette fois-ci c'est avec beaucoup plus d'humour que de coups de fouet. Défends. Full bandeuse. Et allez, 4 coups de fouet, 4. Et il fait aussi pas mal de militantisme, genre pour les animaux et tout.
Yes! Jérém Star woke, genre. Et pour Pascal Cardona, il est toujours vivant, mais c'est clairement pas autant une star des réseaux que Jérém Star, comme peuvent l'affirmer certains de ses tweets sur les chargeurs USB-C d'IKEA. Il n'est pas influenceuse chargeur qui veut, hein, comme quoi. Et aussi censé sortir un livre en 2027, probablement pour parler de toute cette affaire. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Est-ce que je vais le lire? Probablement pas, mais au moins vous êtes au courant. Si jamais ça vous intéresse, ça vous fera un petit peu de lecture, ça vous fera pas de mal. Dans la nuit du 6 au 7 novembre 2014, une dispute éclate dans un hôtel parisien. Un jeune couple hausse le ton l'un sur l'autre. La raison de leur dispute, le jeune homme se serait emparé du téléphone de la jeune femme et celle-ci lui réclamerait de lui rendre. Les esprits continuent à s'échauffer au point où la jeune femme s'empare d'un couteau avant de loger l'arme dans le thorax du jeune homme, le blessant au poumon. Après avoir commis l'irréparable, le silence revient et la jeune femme décide de contacter les secours pendant que son copain est entre la vie et la mort. Cette jeune femme, Nabila Benassia, et son copain, Thomas Vergara. Pour comprendre les raisons de pourquoi est-ce que Nabila a décidé de poignarder Thomas, il va falloir qu'on revienne un petit peu dans le passé. Nabila est née le 5 février 1992 dans une famille un petit peu compliquée. Ses parents divorcent, ensuite elle se fait surtout élever par sa grand-mère. Et quel meilleur moyen pour se changer les idées quand on fait partie d'une famille dysfonctionnelle que de participer à des émissions de télé-réalité. Est-ce que je suis arrivée comme un tank? Elle commencera par L'amour est aveugle, mais ce qui va réellement la mettre sur le devant de la scène, c'est sa participation aux Anges de la télé-réalité, émission dans laquelle elle va dire sa fameuse phrase « Non mais allô quoi, t'es une fille, t'as pas de shampoing ». Après ça, l'image de Nabila devient ancrée dans l'esprit de tous les Français. C'est impossible pour elle de revenir à une petite vie tranquille. Et c'est justement le fait de se retrouver autant sur le devant de la scène qui va faire complètement vriller Nabila et qui va la pousser à commettre l'irréparable envers Thomas. Suite à ce fameux coup de couteau, Nabila elle va pas immédiatement assumer aux forces de l'ordre. D'abord, elle va dire que Thomas s'est fait agresser par 3 individus devant l'hôtel, piste que les enquêteurs ne vont absolument pas croire. Ensuite, elle va dire que Thomas s'est blessé lui-même alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne. Et petit à petit, elle va vraiment s'enlisser dans un tissu de mensonges tous plus gros les uns que les autres. Mais la version finale de pourquoi est-ce que leur dispute aurait lieu, c'est qu'en fait Nabila aurait été en boîte de nuit ce soir-là et elle aurait trompé Thomas. Elle aurait embrassé un autre garçon, quelqu'un l'aurait pris en photo et aurait envoyé la photo à Thomas. C'est au retour de boîte de nuit de Nabila que leur dispute aurait éclaté. Suite à toute cette affaire, Nabila ira bel et bien en prison où elle racontera ne pas trop l'avoir mal vécu d'ailleurs. Et ben elle m'accueille comme un être humain, comme une fille normale. Et le fait d'être traitée comme une fille normale, et ben c'est magnifique. Elle a même passé un de ses diplômes en prison. Bravo à elle. Le positif dans le négatif, comme on dit. Et après ça, elle sera mise en liberté conditionnelle avant son jugement. La liberté conditionnelle qui possède des règles, notamment le fait de ne pas quitter le territoire français, encore de ne pas rentrer en contact avec Thomas, chose qu'elle ne va absolument pas respecter puisqu'elle va partir en Suisse avec Thomas. Au départ, ils se cachent un petit peu et ensuite, j'avoue qu'ils en ont plus rien à foutre. Et ils postent carrément des photos d'eux sur internet. Donc bon, niveau discrétion, on repassera quoi. Elle devait écoper de 6 mois de prison ferme et 18 avec sursis, mais elle aura un aménagement de peine, étant donné qu'elle avait déjà fait de la prison avant son jugement. Puis Nabila et Thomas sont toujours ensemble et ils ont l'air de filer le parfait amour. Ils ont 2 enfants, ils voyagent partout, ils sont grave beaux. C'est quoi la morale de l'histoire? Faut poignarder son mec pour avoir une vie parfaite? Non mais en fait, c'est elle se demande. Le 6 novembre 2016, Antonin sort une vidéo sur YouTube intitulée « L'affaire Benjamin Lemaire ». Fond blanc, regard concerné et ton de voix sérieux, ça dénote énormément par rapport aux autres vidéos qu'Antonin avait l'habitude de faire à cette époque. Dans les commentaires, plein de stars du YouTube français qui apportent leur soutien, ou même certains qui avouent avoir aussi fait face à Benjamin Lemaire. Mais Benjamin Lemaire, c'est qui? Benjamin Lemaire a commencé sa carrière dans le monde de l'audiovisuel à faire des courts-métrages où il se retrouvait, assez bizarrement, en contact avec de nombreux jeunes garçons. Lors d'un tournage par exemple, il engage l'acteur Léo Legrand, âgé de 12 ans à l'époque, et il se fera prendre en photo avec lui en sous-vêtements. Ce sera sa première accusation de pédophilie. La mère de Léo Legrand dément le fait que son fils aurait pu être une victime de Benjamin Lemaire, mais en même temps, Jackie Henser, un agent artistique, confie à BuzzFeed News « Il s'amusait, et puis en plus, Léo Legrand, il était un peu fou, il aimait bien déconner. Il se foutait torse nu, c'était des jeux d'enfants quoi, pas des jeux de... machin. » Un peu comme s'il essayait de défendre Benjamin Lemaire. En 2007, la brigade des mineurs s'intéresse à Benjamin Lemaire ainsi qu'à l'agent d'artiste. Apparemment, 2 mamans d'acteurs auraient lancé l'alerte et ils se défendent en disant « Est-ce que je l'ai vu avec des enfants? Bah oui, on travaille avec des enfants. On pouvait pas faire autrement. » C'est vrai qu'en soi, c'est un peu l'excuse parfaite. Est-ce que c'est vraiment du détournement de mineurs si la personne est obligée de travailler avec des enfants? Cette enquête de la brigade des mineurs n'empêchera d'ailleurs absolument pas Benjamin Lemaire de continuer de travailler avec des enfants et prétendra être photographe ou encore réalisateur. Mais quand il se fait finalement écarter de ce milieu, où est-ce que Benjamin Lemaire se rend pour assouvir sa soif de pédophilie? Sur internet. Surtout
Twitter qu'il va sévir le plus. Avec son compte à 14 000 followers, il va attirer des mineurs dans sa toile, principalement des mineurs en quête de popularité, souhaitant faire comme toutes ces stars de YouTube à l'époque. Il a d'ailleurs créé sa société SocialTube, une sorte d'agence d'influenceurs, histoire de se donner une image crédible. D'ailleurs, en faisant quelques recherches sur internet, je crois que SocialTube existe encore. Bon, vous faites ce que vous voulez avec cette information, hein. Petit aparté assez important pour la suite de cette affaire, gardez bien en tête qu'à ce moment-là, on est vraiment en 2015, c'est vraiment les prémices des stars d'internet. Tout ce qui est agence, partenariat, collaboration, tout ça, on n'y connaissait absolument rien du tout à l'époque. Maintenant, évidemment, c'est régi par des lois, le gouvernement sait qu'on existe, mais à l'époque, c'était littéralement une zone grise où n'importe qui pouvait un petit peu faire n'importe quoi. Et ça, Benjamin Lemaire, il l'a très bien compris, parce qu'à ce moment-là, il est aussi community manager pour des stars comme par exemple Sophie Marceau ou encore Joe Star, ce qui fait que forcément dans sa liste de followers, il a énormément de gens certifiés, comme par exemple Cyprien, qui est absolument parfait pour pouvoir attirer des jeunes influenceurs dans sa toile. C'est par exemple ce qu'il va faire en mars 2016 sur Twitter. Il va contacter un ado de 14 ans alors qu'il en a 30 à ce moment-là. Il va lui dire: t'as quel âge au fait? 15 ans à la fin du mois. Ah oui, t'es tout petit, hihi. Bon, je vais pas plus te dire que t'es mignon alors lol. Pourquoi MDR? Bah, après on va dire que je drague des jeunes. Une conversation tout à fait normale à avoir quand tu as 30 balais bien sûr. Le jeune garçon est immédiatement impressionné. À 14 ans, quand ton plus grand rêve dans la vie c'est de devenir youtubeur, comme toutes ces icônes que tu vois sur l'écran de ton téléphone portable, évidemment qu'un Benjamin Lemaire suivi par des gens de ouf, ça t'impressionne. Et ça, Benjamin Lemaire, il le sait très bien. C'est littéralement sa force. Alors quand il en a marre de parler business, il n'hésite pas à faire divaguer la conversation vers quelque chose qui correspond un petit peu plus à ses penchants. Moi je suis bien au chaud, tout nu au fond de mon lit. Tu veux un bisou, un câlin et une histoire? Moi je vais faire un truc, puis dormir. Un an plus tôt, en 2015, il faisait déjà la même chose. À ce moment-là, il a décidé de contacter un adolescent de 13 ans. Il commence la conversation sur Twitter, puis il décide de passer sur Skype. Je t'imagine nu, je vais te lécher tes couilles et ton petit. Il ne s'arrêtera absolument pas au message. Il aurait aussi proposé à l'adolescent un appel en visio où celui-ci se serait... ainsi qu'une rencontre dans la vraie vie qui, au final, Dieu merci, n'aura pas lieu. Une autre preuve de l'attirance de Benjamin Lemaire envers les très jeunes garçons est un compte Twitter nommé @mecgayparis. Plusieurs éléments qui confirment qu'il est bel et bien le titulaire de ce compte, et on le voit avec ce compte mentionner des jeunes qui ont visiblement entre 13 et 14 ans. Tous ces éléments que je vous ai cités, énormément d'internautes de Twitter s'en sont rendus compte, et aussi beaucoup de youtubeurs qui le connaissaient dans ce milieu. Comme le dit Antonin dans sa vidéo, à un moment, Benjamin Lemaire, lors d'un événement influenceur, aurait essayé de s'infiltrer dans leur bus, sachant qu'à l'époque, ils avaient tous entre 14 et 17 ans. Et Benjamin Lemaire, je me souviens, il avait mis un pied sur le bus, il était en train de monter tranquille. Et tu voyais dans son visage, il jouait un rôle en mode vas-y, je vais faire le plus serein possible, comme ça les gardes du corps ils se posent même pas de questions. Une équipe d'influenceurs composée d'Antonin, Alexandre Carvez ou encore Oria, pour ne citer que les plus connus, vont monter un énorme dossier rempli de screenshots de conversations accusant Benjamin Lemaire. Et la suite de tout ça, c'est la justice qui prend le relais. En 2018, il comparaît devant le tribunal correctionnel de Paris pour corruption de mineurs, atteinte sur mineurs et détention et diffusion d'images pédophiles. La bombe qui a réellement déclenché le fait que la justice s'intéresse enfin à cette affaire, c'est après qu'un père ait découvert sur le téléphone de son fils mineur des échanges entre lui et Benjamin Lemaire, allant même jusqu'à des rapports sexuels entre Benjamin Lemaire et l'adolescent. À cette époque, il n'avait que 13 ans et Benjamin Lemaire bien plus que la trentaine. Benjamin Lemaire fera 1 an de détention provisoire, chose dont il a visiblement l'habitude puisqu'il a déjà écopé de 10 mois de prison avec sursis en 2011 pour détention d'images pédophiles. Au final, où est-ce qu'il est maintenant? Je ne sais pas, je n'ai retrouvé absolument aucune trace de lui nulle part. Alors en fait, c'est pas complètement vrai. Benjamin Lemaire, il existe encore, sauf que maintenant, il se fait appeler Benjamin Charles. Il a d'ailleurs un site internet sur lequel il affiche encore fièrement les jeunes dont il a pu être agent, comme par exemple Spark Dice ou encore Wesley Creed. Il a un blog aussi où il poste certains poèmes, le plus récent étant de 2024, et Dieu merci qu'il n'a pas repris depuis puisque ses poèmes sont quand même extrêmement nuls. 2024, il a aussi pu apparaître sur YouTube pour parler de ses investissements immobiliers, comme quoi il n'est pas pédophile. Et depuis 2024, par contre, je n'ai plus rien du tout retrouvé et je pense que c'est bien mieux comme ça. Et sachez qu'au moment de son arrestation, il est en possession de 30 700 photos et 985 vidéos à caractère porno. Tout ça étalé sur 18 disques durs et 22 clés USB. Je sais pas si on se rend compte, mais malgré le fait qu'ils soient en possession d'autant de contenu pédoporno, honnêtement, je pense même pas que ça fait de lui un si grand pile que ça. C'est vraiment probablement juste une poussière dans tout un système qui ne protège absolument pas les enfants. Vous vous rappelez au début quand l'agent d'artiste avait dit C'était des jeux d'enfants quoi, pas des jeux de... machin. Si jamais il se faisait protéger à l'époque, qu'est-ce qui vous dit qu'il se fait pas encore protéger à l'heure actuelle?
Alors qu'elle n'a que 16 ans, Maggie, une jeune adolescente québécoise, décide d'envoyer une photo d'elle et de son chat à l'un des youtubeurs les plus connus de l'époque, Norman. En description, on peut lire « Tes deux plus grandes fans du Québec ». Elle décide d'aller se coucher et le lendemain matin, elle découvre qu'elle a une réponse de Norman. C'est à ce moment-là que le piège va se refermer sur elle. Après une très courte discussion cordiale, Norman va immédiatement faire repartir la nature au galop. Par exemple, alors que Maggie était au centre commercial avec sa mère, elle décide de lui envoyer une photo du centre commercial. Sur cette photo, on voit un magasin de lingerie. Norman lui répond que ça serait tellement drôle si elle allait dans ce magasin pour s'en acheter. Maggie lui répond immédiatement que ça la met extrêmement mal à l'aise, sachant qu'elle est littéralement avec sa mère et en public. Et suite à ça, il lui répond que c'est dommage. J'hésite à te supprimer du coup. Juste à côté, il y avait un magasin de lingerie, genre. Puis, ben, il m'a dit ah, tu pourrais aller là, tu pourrais t'acheter des. Je sais plus c'est quoi le nom, là, les bas qui sont longs puis qui coupent aux cuisses. Puis, moi, j'ai dit écoute, je suis vraiment pas à l'aise, je viens de te dire que je suis avec ma mère, j'ai pas envie de faire ça maintenant. Puis, il m'a dit ah, ben là, c'est dommage. Puis, quand je faisais une réponse qui répondait pas à ce qu'il voulait, il sortait facilement l'excuse de bon, ben, je vais te supprimer alors. Il lui demandera aussi des photos d'elle dénudée, tout ça en sachant très bien son âge, toujours avec un contrôle malsain, lui faisant remarquer que ce qu'elle lui envoie, c'est jamais assez bien. Il a toujours besoin de plus. C'était insistant, puis il était de plus en plus demandant, puis plus que ça durait, plus que c'était de la manipulation dans le fond. Évidemment, pour la pousser à envoyer ce genre de vidéo, Norman ne va pas simplement lui demander, il va aussi utiliser la manipulation en lui disant que mais c'est lui, c'est Norman. Elle connaît Norman, elle sait qui il est, donc c'est bon, c'est tranquille. Histoire de minimiser un petit peu la situation et éviter de se faire passer pour un méchant. Et cette technique de si jamais tu fais pas ce que je te demande, je te supprime, il va pas le faire qu'avec Maggie, il va aussi le faire avec une autre jeune adolescente qui aura 16 ans au moment où ils se parlent pendant que lui aura la trentaine. Lui dira qu'elle n'est absolument pas à l'aise avec le fait de parler avec lui, sachant qu'il tourne toujours la conversation autour de la drague lourde, sachant qu'elle n'a que 16 ans. Elle lui envoie on se reparlera quand j'aurai 18 ans, suite à quoi il va lui répondre j'hésite à te supprimer du coup. Je lui dis écoute là c'est pas possible par rapport à l'âge. Et là il me dit un truc du style j'hésite à te supprimer du coup. Et la manipulation de Norman envers ses victimes est quand même assez flagrante quand on écoute les divers témoignages qu'il y a. Il les traite de bébés quand elle refuse d'envoyer certaines photos dénudées, leur dit qu'il ne fait jamais ça d'habitude mais là comme c'est elle, il a tellement confiance. Tout ça afin de les mettre vraiment en confiance et leur faire miroiter une espèce de pseudo-relation amoureuse. Et ça sera bien évidemment pas sa seule technique, il utilisera aussi énormément l'humour, comme une fois où il a envoyé une photo de lui torse nu à une fille de 16 ans avec la description « Maintenant tu fais pareil ». Non je rigole, haha. Tu m'as envoyé une photo torse nu. Et il m'a envoyé, et maintenant tu m'envoies la même, lol, t'inquiète, tu plaisantes. Généralement, quand tu dis non, je rigole, c'est qu'il y a une blague, mais là, il n'y a pas de blague. Il rencontrera d'ailleurs certaines de ces femmes et à chaque fois, elles parleront de son comportement plus que déplacé envers elles. Des blagues salaces, des mains baladeuses, allant même jusqu'à embrasser sans son consentement une jeune femme de 18 ans qu'il avait rencontrée dans un bar et qu'il a invitée chez lui. Je décide d'accepter de le voir chez lui et donc il me donne l'adresse, etc. Je le rejoins chez lui et en fait directement quand je passe le pas de la porte, c'est bonjour et en fait il essaie directement de m'embrasser en fait. Selon les témoignages, il fera aussi du stealthing qui est une technique qui consiste à, pendant un rapport, retirer le préservatif sans le consentement de la personne en face. Il a utilisé un préservatif, sauf que quand le rapport en question a été fini, je me suis rendu compte en fait, et physiquement et en regardant sur le côté, qu'en fait il avait retiré le préservatif. Et même si juridiquement parlant ça n'est absolument pas un crime dans la loi française, ça reste quand même absolument dégueulasse. Bien évidemment si jamais ça vous est arrivé ou que vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé, ça n'est absolument pas normal et c'est bel et bien une pratique extrêmement dangereuse. Il ferait aussi du chantage contre des relations. Et une fois qu'il a eu ce qu'il veut, il n'hésite pas à virer ces jeunes femmes de chez lui sans même s'inquiéter de leur sécurité. Face à son insistance, j'ai fini par accepter de faire des choses avec lui pour, on va dire, le soulager, malheureusement. Et j'ai décidé de faire une fellation. Et en fait, il m'a dit écoute, là, j'ai vraiment un imprévu, faut vraiment que tu partes maintenant, mais on se capte ce soir. Je suis restée. En fait, j'étais frozen, tu vois, genre j'étais gelée sur place. J'étais attends, viens coucher ensemble. Maggie recevra un ultime message de la part de Norman en 2018 suite à un tweet que Squeezie a posté dénonçant certains youtubeurs qui se servent de leur notoriété afin d'avoir des rapports avec certains de leurs fans. Suite à ça, elle portera plainte au Québec pour exploitation d'enfants et leurre d'enfance, qui est à peu près la même chose que corruption de mineurs en France, mais elle ne sera pas la seule. En tout, 7 femmes porteront plainte pour envers Norman, 5 d'entre elles seraient mineures au moment des faits. Norman se défend en disant qu'il n'était absolument pas au courant de l'âge de ces jeunes femmes au moment de ces relations, et que certaines auraient même carrément menti, ce qui en soi peut potentiellement se tenir, sauf que là tu as quand même 30 ans, et si jamais à 30 ans tu n'arrives pas à repérer quand tu parles avec quelqu'un de 18 ans... En fait, j'ai un peu du mal à y croire. L'affaire finira par être classée sans suite, non pas parce que Norman est innocent, mais plutôt parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour nourrir une procédure pénale susceptible d'aboutir. Tout ça malgré un dossier de milliers de pages et la reconnaissance par Norman d'avoir fait preuve de goujaterie. J'ai sans doute
parfois fait preuve de goujaterie. Qui est un mot quand même sacrément rigolo pour parler d'un mec de 30 ans qui parle avec des gosses. Cette affaire, elle s'est finie en 2022 et depuis, Norman est revenu sur internet. D'abord dans une vidéo complètement larmoyante où il dit que sa vie a été détruite par cette affaire alors qu'il s'est rien passé. Et aussi pour se justifier par rapport à certaines choses, n'hésitant pas à se mettre en position de victime, que bien évidemment elles se sont toutes liguées contre lui sans absolument aucune... Et j'ai souvenir qu'il était revenu avec un sac rempli de préservatifs. Il a accepté à condition que quand je dors avec lui, je sois sans eau. On commence à parler, mais beaucoup moins, parce que je pense qu'il avait eu ce qu'il voulait, quoi. Il faisait beaucoup de remarques sur le fait qu'il aimait bien le fait que je fasse jeune. Dans la Smart, il avait beaucoup de mains maladeuses. Et puis quand je lui disais, mais arrête, j'étais surprenée, il me disait, ça va, c'est moi, t'inquiète-toi. Dès le pas de la porte, il me demandait de dire bonjour à son pénis. Il m'a demandé de mettre mes sous-vêtements dans la bouche. Bon, ok, il y a quand même quelques petites raisons, quoi. Après ça, il a sorti une vidéo de son mariage, où la nature est revenue au galop. Ça fait trop plaisir. On va enfin pouvoir ne plus baiser. La honte. Cassos. Et à part ça, il sort aussi des fois des vidéos, mais clairement ça ne fait absolument pas les stats qu'il faisait à l'époque. Mais très honnêtement, je ne pense pas que c'est parce que sa carrière a été ruinée par ces fausses accusations, mais plutôt parce que son humour de millénial est franchement ultra lourd maintenant. Au placard, papy. C'est déjà la fin de cette vidéo des affaires criminelles des influenceurs. J'espère que j'ai pu vous en apprendre un petit peu plus. Je se retrouve très vite dans une prochaine vidéo où j'espère on va beaucoup plus rigoler que celle-là pour le coup. D'ici là, prenez soin de vous et si jamais un youtubeur connu vous envoie un DM, ne répondez pas.